Désolé, je porte mon uniforme de travail, dit l'infirmière à un rendez-vous aveugle. Puis la réaction du père célibataire changea tout pour toujours. Cette histoire nous enseigne que l'amour authentique ne demande jamais de s'excuser pour qui nous sommes vraiment, surtout quand notre travail consiste à sauver des vies et à soigner ceux qui souffrent. Elle nous rappelle que les bonnes personnes ne nous aiment pas malgré nos imperfections et notre dévouement professionnel, mais précisément à cause de ces qualités qui font notre humanité. Dans un monde où nous apprenons souvent à nous diminuer pour plaire aux autres, ce récit prouve que celui qui mérite notre amour nous célèbre dans toute notre vérité, même quand nous arrivons épuisés, en retard et encore en blouse d'hôpital. Si vous croyez que l'amour véritable honore nos priorités et notre engagement envers les autres, cette histoire va toucher votre cœur. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, car ce voyage est émotionnel, va transformer votre vision de ce que signifie vraiment être accepté tel que nous sommes. Camille Dubois se précipitait à travers les portes du bistrot Saint-Germain à Paris, à 19h43, un vendredi soir, portant encore sa blouse d'hôpital et ayant un débat intérieur complet sur le fait qu'elle devrait peut-être simplement faire demi-tour et rentrer chez elle. Arrivée à un premier rendez-vous avec 45 minutes de retard, tout en portant encore sa tenue d'infirmière, était probablement la pire impression qu'elle puisse faire. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec les textos d'excuses qu'elle envoyait à Maxime, l'homme qu'elle était censée rencontrer à 19h. Elle avait déjà tapé 3 versions différentes de « Je suis désolé, mais je dois reporter » avant de les supprimer toutes, parce que c'était la 3e fois en 2 mois qu'elle annulait des projets à la dernière minute. Sa collègue Sophie, qui avait organisé cette rencontre, lui avait spécifiquement dit « Si tu annules celui-ci, je ne te présente plus jamais personne. Maxime est un type bien et tu dois au moins lui donner une chance. » Le problème était que Camille s'apprêtait à quitter l'hôpital Saint-Louis à 18h30 quand une urgence était arrivée. Un accident de moto avec plusieurs blessés. En tant qu'infirmière aux urgences, elle ne pouvait pas vraiment partir au milieu d'une situation de vie ou de mort juste parce qu'elle avait un dîner prévu. Elle avait terminé à 19h30, vérifié son téléphone pour trouver 2 messages de Maxime disant « Pas de problème, prends ton temps, je vais nous prendre une table ». Et elle avait pris la décision impulsive d'y aller directement au lieu de rentrer chez elle pour se changer. Parce qu'au moment où elle serait arrivée chez elle, aurait pris une douche et mis de vrais vêtements, il aurait été passé 20h30. Et cela semblait encore pire que de se présenter en ayant l'air de sortir tout droit d'un service de 12 heures, ce qui techniquement était le cas. Sa blouse était froissée et avait une tache de café sur la manche depuis ce matin. Ses cheveux s'échappaient du chignon qu'elle avait fait au début de son service, et elle était presque sûre qu'elle sentait encore l'antiseptique et la cafétéria de l'hôpital. Mais elle se força à avancer avant de pouvoir se convaincre de partir. Elle repéra immédiatement Maxime assis à une banquette près de la fenêtre. Elle savait que c'était lui parce que Sophie lui avait montré exactement une photo et lui avait dit « Il a les cheveux bruns, les yeux bleus, travail de ses mains, donc il sera probablement en jean et chemise de travail. Très terre à terre, tu vas l'aimer. » Il faisait défiler son téléphone et avait une bière à moitié vide devant lui. L'estomac de Camille se tordit de culpabilité parce que ce pauvre homme était assis là seul depuis presque 1 heure à l'attendre et elle s'apprêtait à lui donner toutes les raisons de partir. Elle s'approcha de la table et Maxime leva les yeux. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Camille se lança dans l'excuse qu'elle répétait dans sa tête depuis 15 minutes. Les mots sortant en rafale, comme si elle les disait assez vite, cela rendrait la situation moins mortifiante. « Je suis désolée, je porte mon uniforme de travail, j'ai l'air complètement affreuse. Je sais que je suis super en retard et j'aurais dû simplement annuler, mais j'étais coincée avec un cas d'urgence et je ne pouvais pas partir, puis j'ai pensé rentrer chez moi pour me changer, mais cela m'aurait rendu encore plus en retard. Et je comprends totalement si tu veux juste partir, parce que c'est probablement la pire première impression de tous les temps, dit Camille, sans respirer. Elle se préparait déjà mentalement à ce que Maxime trouve une excuse sur le fait d'avoir tôt le matin ou de devoir aller chercher son enfant, parce que c'est ce que tous les autres hommes avaient fait quand son travail s'était mis en travers. Mais Maxime ne se leva pas pour partir,
ne vérifia pas sa montre, ne lui fit pas ce sourire tendu qui signifiait qu'il était agacé, mais essayait d'être poli. Au lieu de cela, il se leva effectivement et leva gentiment sa main comme s'il arrêtait la circulation. Sa voix était calme et sincère quand il parla. « Hé, stop! Tu viens de passer je ne sais combien d'heures à sauver la vie de quelqu'un. Assieds-toi. Je vais te chercher à boire. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour ça, » dit Maxime. Son expression était si sincère que Camille se figea littéralement au milieu de sa spirale d'anxiété parce que ce n'était pas la réponse à laquelle elle s'attendait. Elle resta là à le regarder une seconde pendant que son cerveau essayait de traiter ce qui se passait. Maxime fit un geste vers le siège en face de lui. « Sérieusement, assieds-toi. Tu as l'air sur le point de t'effondrer. Quand as-tu mangé quelque chose pour la dernière fois ?» Camille s'assit plus par choc que par accord et dit « J'ai eu la moitié d'une barre de céréales vers 14 heures. » Maxime secoua la tête et se dirigea vers le bar pour commander, la laissant assise là complètement désorientée. Il revint 2 minutes plus tard avec un grand verre d'eau et un verre de vin, les posa tous les deux devant elle et dit « Bois l'eau d'abord. Tu es probablement déshydraté. Le vin, c'est pour après. » Camille le fixa juste parce que dans son expérience, les hommes ne faisaient pas ça. Il ne se souciait pas de savoir si elle avait mangé ou si elle était fatiguée. Il se souciait de savoir si elle allait être amusante et disponible et ne pas constamment les lâcher pour le travail. Maxime retourna s'asseoir et prit une gorgée de sa bière. Alors, accident de moto. Il s'en est sorti? Camille se retrouva à hocher la tête. Oui, il est stable, jambes cassées et quelques éraflures de route, mais il va s'en sortir. On a dû faire plein de scanners pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'hémorragie interne. Maxime se pencha en avant comme s'il était réellement intéressé. C'est incroyable. Je ne peux même pas imaginer gérer ce genre de pression. Depuis combien de temps es-tu infirmière aux urgences? Ils tombèrent dans la conversation et Camille continua à attendre que l'autre chaussure tombe, que Maxime vérifie son téléphone ou fasse un commentaire sur le fait que son travail devait rendre les rendez-vous difficiles ou demande si elle était toujours aussi désorganisée. Mais il continua juste à poser de vraies questions et à écouter ses réponses comme si elles importaient vraiment. Elle apprit qu'il possédait une petite entreprise d'électricité, principalement des travaux résidentiels, mais quelques chantiers commerciaux, et qu'il l'avait construite de zéro au cours des 8 dernières années après avoir travaillé pour quelqu'un d'autre, lui avait appris tout ce qu'il ne voulait pas que sa propre entreprise soit. « J'ai 3 gars qui travaillent pour moi maintenant. On fait du bon travail et on traite les gens équitablement. C'est pas tape à l'œil, mais ça paye les factures. Et je peux être mon propre patron, » dit Maxime. Il y avait de la fierté dans sa voix, mais pas d'arrogance, juste la satisfaction de quelqu'un qui avait travaillé dur pour ce qu'il avait. Quand Camille demanda s'il avait des enfants parce que Sophie avait mentionné quelque chose sur le fait qu'il était père, tout le visage de Maxime s'adoucit d'une manière qui fit quelque chose de bizarre dans la poitrine de Camille. « Oui, j'ai une fille, Léa, elle a 7 ans. Elle est pratiquement tout mon univers. » Camille demanda prudemment des nouvelles de la mère de Léa parce que ça pouvait être un sujet sensible, et Maxime ne broncha pas, répondit juste honnêtement. Sa mère Caroline est partie quand Léa avait 2 ans, elle a essayé pendant un moment, mais être mère n'était pas ce qu'elle pensait que ce serait, et elle ne pouvait pas gérer. Alors elle a déménagé à Marseille, et je fais le truc parent solo depuis. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix quand il le dit, juste une acceptation factuelle de sa réalité. Et Camille appréciait qu'il ne démolisse pas son ex ou n'en fasse pas une histoire dramatique. La nourriture arriva et ils continuèrent à parler. Et quelque part entre les plats et le 2e verre de vin, Camille réalisa qu'elle avait arrêté de s'excuser et commençait à réellement s'amuser. Quand elle vérifia son téléphone et vit qu'il était presque 22 heures aujourd'hui, elle n'arrivait pas à croire qu'ils étaient restés assis là pendant plus de 2 heures. Maxime remarqua qu'elle vérifiait l'heure et dit « Tu dois y aller. Je sais que tu as probablement une équipe tôt demain. » Camille secoua la tête. « En fait, je suis libre ce week-end pour une fois. Je n'arrive juste pas à croire qu'on soit resté ici si longtemps. Je pensais vraiment que tu partirais après que je me sois présenté dans cet état. » Maxime la regarda une seconde, puis dit quelque chose qui la frappa plus fort qu'elle ne s'y attendait. « Camille,
Je comprends ce que c'est quand ta vie ne rentre pas dans de petites boîtes bien nettes. Je dirige ma propre entreprise et j'élève une enfant tout seul. Rien dans mon emploi du temps n'est normal non plus. Et je respecte énormément ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'être dévoué à ton travail. » Ils sortirent au parking vers 22h30 et se tinrent près de la voiture de Camille, et elle ressentit cette nervosité bizarre qui n'avait rien à voir avec l'anxiété et tout à voir avec le fait de ne pas vouloir que ça se termine. « J'ai passé une très bonne soirée ce soir, même si je me suis présenté en retard et que je sentais probablement l'hôpital, dit-elle, et Maxime rit. « Tu sentais bon et j'ai passé une excellente soirée aussi. Est-ce que je peux t'envoyer un message? Peut-être qu'on pourrait refaire ça quand tu ne sors pas directement de sauver des vies. » Camille hocha la tête probablement trop enthousiastiquement. « Oui, j'aimerais vraiment ça. » Quand Maxime se pencha pour lui faire un câlin au revoir, c'était naturel et chaleureux, et comme si peut-être ça pourrait vraiment être quelque chose. Camille rentra chez elle, les fenêtres baissées, même s'il faisait froid, parce qu'elle avait besoin de l'air pour traiter ce qui venait de se passer. Elle n'arrêtait pas de repasser Maxime, disant « Tu n'as pas besoin de t'excuser pour ça. » Parce que personne ne lui avait jamais dit ça avant. Tous les autres hommes qu'elle avait fréquentés lui avaient fait se sentir coupable de son emploi du temps ou avaient agi comme si son travail était un inconvénient qu'il devait contourner. Elle envoya un message à Sophie quand elle arriva chez elle. « D'accord, tu avais raison, il est formidable. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. » Sophie répondit immédiatement « Enfin! Je t'avais dit que Maxime était différent. Il comprend parce que sa vie est compliquée aussi. Maintenant, ne gâche pas ça en y réfléchissant trop. » Camille s'endormit cette nuit-là, encore en blues, parce qu'elle était trop épuisée pour prendre une douche. Et pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression qu'elle n'avait peut-être pas à choisir entre sa carrière et avoir quelqu'un qui la comprenait vraiment. 3 semaines de rendez-vous, et Camille et Maxime s'étaient déjà excusés approximativement 47 fois pour diverses choses qu'ils n'arrêtaient pas de lui dire n'étaient en fait pas des problèmes. Elle commençait à réaliser que son besoin chronique de dire désolé pour exister, en gros, devenait son propre problème. Mais elle ne savait genuinement pas comment arrêter de le faire. Leur deuxième rendez-vous avait été au cinéma et elle s'était endormie 20 minutes après le début parce qu'elle avait travaillé une double équipe la veille. Quand Maxime la réveilla doucement pendant le générique, elle avait immédiatement commencé à s'excuser pendant qu'il riait juste et disait « Tu avais plus besoin de dormir que de voir la fin. C'est bon. » Leur troisième rendez-vous, elle avait dû annuler 2 heures avant parce que l'hôpital l'avait appelée pour couvrir quelqu'un qui avait une intoxication alimentaire. Elle avait envoyé à Maxime un message qui était essentiellement un roman d'excuses. Il avait juste répondu « Arrête de dire désolé. On va reprogrammer. Va sauver des vies. » À la semaine 4, ils étaient tombés dans ce rythme confortable où Maxime lui envoyait un message de bonjour, même s'il savait qu'elle ne répondrait peut-être pas avant des heures. Camille lui envoyait des mises à jour aléatoires du travail, comme « Je viens de retirer un Lego du nez d'un enfant, c'est ce genre de journée. » Et Maxime répondait avec des mises à jour également aléatoires des chantiers, comme « Le client a demandé si je pouvais faire jouer de la musique à son lustre. » Les gens sont fous. Ils prenaient des dîners tardifs quand Camille finissait son service. Parfois, elle était encore en blues et Maxime ne commentait jamais, sauf pour demander si elle avait eu une journée difficile. Camille continuait à attendre qu'il se lasse de son emploi du temps imprévisible. Mais il continuait juste à se présenter. Le problème était que Camille avait été conditionnée par chaque relation précédente à croire que son travail était trop, qu'elle était trop, et aucune patience et compréhension de Maxime ne pouvait convaincre son cerveau d'arrêter de se préparer au moment où il en aurait enfin assez. 6 semaines plus tard, Maxime demanda si elle voulait rencontrer Léa, et Camille ressentit cette combinaison bizarre d'excitation et de terreur parce que rencontrer l'enfant de quelqu'un semblait significatif d'une manière qui rendait tout soudainement très réel. Ils avaient prévu un samedi après-midi décontracté au Jardin du Luxembourg. Rien de formel, juste traîner. Camille Aimé avait changé de tenue 3 fois ce matin-là avant de s'installer sur un jean et un t-shirt parce qu'elle ne voulait pas avoir l'air d'essayer trop fort. Léa s'avéra être une petite de 7 ans pétillante avec les cheveux noirs de son père
et un sourire avec un trou entre les dents, et elle avait regardé Camille de haut en bas quand elles s'étaient rencontrées, et avait dit sans filtre « Tu es la copine de papa, il a dit que tu travailles dans un hôpital, tu vois vraiment du sang et c'est tout ?» Camille avait ri et s'était agenouillée au niveau de Léa. « Je suis sa copine, et oui, je vois du sang parfois, mais surtout j'aide juste les gens à se sentir mieux quand ils sont malades ou blessés. » Les yeux de Léa s'étaient écarquillés comme si Camille venait de révéler qu'elle était un super-héros. Elles avaient passé l'après-midi à jouer dans l'aire de jeu et à manger des glaces. Léa avait parlé sans arrêt de l'école et de sa meilleure amie Bailey, et de comment elle apprenait à faire du vélo sans petite roue. Camille s'était retrouvée à genuinement apprécier la compagnie de cet enfant d'une manière qu'elle n'avait pas attendue. Maxime les regardait ensemble avec cette expression douce qui faisait quelque chose de bizarre dans l'estomac de Camille. Quand Léa demanda si Camille avait son stéthoscope dans sa voiture parce qu'elle voulait entendre son propre battement de cœur, Camille l'avait effectivement et laissa Léa écouter tout en expliquant comment fonctionnaient les cœurs. Sur le chemin du retour, Léa annonça depuis le siège arrière « Elle me plaît, papa, elle est cool, et elle ne m'a pas parlé comme si j'étais un bébé. » Maxime avait tendu la main et serré celle de Camille. Et elle avait ressenti ce sentiment écrasant de s'intégrer dans quelque chose qu'elle ne savait pas qu'il lui manquait. Mais même avec les choses qui allaient bien, Camille ne pouvait pas se débarrasser de l'habitude de s'excuser. Et ça empirait plus elle devenait à l'aise parce que maintenant elle ne s'excusait plus seulement pour les trucs de travail. Elle s'excusait pour tout. Elle s'excusa quand elle ne put pas aller au match de foot de Léa parce qu'elle avait pris une équipe supplémentaire. S'excusa quand elle était trop fatiguée pour aller au dîner d'anniversaire de la mère de Maxime. S'excusa quand elle s'endormit sur son canapé pendant un film qu'il regardait chez lui. Et chaque fois, Maxime disait une version de « Arrête de t'excuser, tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit d'avoir un travail exigeant, je ne vais nulle part. » Camille voulait le croire, mais il y avait cette voix dans sa tête qui ressemblait beaucoup à son ex-petit ami Ryan qui continuait à chuchoter. Il est juste gentil maintenant. Au final, il va craquer et te dire que tu es trop de travail. 3 mois dans leur relation, Camille fut convoquée dans le bureau de son chef infirmier un mardi matin. Elle avait passé la marche dans le couloir à essayer de comprendre ce qu'elle avait fait de mal, parce qu'être convoquée à la direction n'était généralement pas une bonne chose. Mais quand elle s'assit, son chef, Patricia, avait souri et dit « Camille, je veux t'offrir le poste d'infirmière-chef de l'équipe de soirée. Tu es ici depuis 5 ans. Tu es une de nos infirmières sommes les plus solides, et l'équipe te respecte. Je pense que tu serais parfaite pour le rôle de leadership. » Camille était restée assise là, stupéfaite, parce que c'était énorme. Infirmière-chef signifiait plus de responsabilités et une meilleure paie et le genre d'avancement de carrière qu'elle espérait. Mais ça signifiait aussi encore plus d'heures et encore moins de prévisibilité. Et la pensée immédiate qui avait frappé son excitation était « Maxime va partir ». Elle avait demandé à Patricia 24 heures pour y réfléchir, même si elle savait déjà qu'elle voulait dire oui. Sur le chemin du retour, le cerveau de Camille était allé dans un endroit où elle essayait de ne pas penser depuis des mois. 2 ans en arrière, quand elle sortait avec Ryan, Ryan était dans la finance, travaillait des horaires normaux de 9h à 17h, et après environ 6 mois de rendez-vous, il avait commencé à faire des commentaires sur son emploi du temps. Il demandait quand elle allait chercher un travail avec un meilleur équilibre vie-travail, suggérant qu'elle pourrait faire des soins en bureau ou peut-être retourner à l'école pour quelque chose qui ne nécessitait pas de nuits et week-ends. Camille avait essayé d'expliquer qu'elle aimait la médecine d'urgence, que c'était sa vocation, pas juste un travail. Ryan était devenu de plus en plus frustré jusqu'à ce qu'un soir, il dise effectivement « Tu n'auras jamais une vie normale si tu continues à faire ça. Tu seras toujours seul parce que personne ne veut sortir avec quelqu'un qui n'est jamais disponible. » Cette dispute s'était terminée avec Camille choisissant sa carrière et Ryan partant. Il lui avait envoyé un message 1 semaine plus tard qui disait « J'espère que ça vaut le coup d'être marié à ton travail. » Camille avait pleuré pendant 3 jours avant de décider qu'il avait probablement raison, qu'elle était peut-être faite pour être seule parce que ses priorités étaient différentes. Elle avait eu des rendez-vous occasionnels après ça, mais n'avait jamais laissé personne s'approcher,
parce qu'elle ne voulait plus revivre ce rejet, ne voulait plus entendre une autre personne lui dire qu'elle devait changer qui elle était fondamentalement pour mériter l'amour. Et maintenant, voilà Maxime, ce type incroyable qui n'avait été que patient et compréhensif. Et elle était sur le point de prendre un travail qui la rendrait encore moins disponible. Et elle ne pouvait pas se débarrasser de la certitude que ce serait la chose qui lui ferait finalement réaliser qu'elle était trop de problèmes. Camille resta avec cette anxiété pendant 2 jours avant d'envoyer un message à Maxime pour demander s'ils pouvaient se retrouver pour un café. Quand il se présenta à leur endroit habituel jeudi après-midi, elle pouvait dire qu'il savait que quelque chose se passait par la façon dont elle ne pouvait pas tout à fait croiser son regard. Ils commandèrent leur boisson et s'assirent à une table dans un coin, et Maxime dit « Qu'est-ce qui se passe, Camille? Tu as été bizarre depuis mardi. » Camille prit une respiration et le dit juste. « Mon chef m'a offert une promotion comme infirmière-chef. C'est plus d'argent et c'est vers quoi je travaille. Mais ça va aussi signifier plus d'heures et plus de responsabilités et encore moins de temps libre que j'ai maintenant. » Elle observa le visage de Maxime, s'attendant à voir de la frustration ou de la résignation. Mais avant qu'il puisse répondre, elle continua à parler, les mots sortant en rafales, alimentés par la panique et de vieilles blessures. « Je prends le travail, Maxime. Je dois. C'est ma carrière et c'est important pour moi. Mais je sais ce que ça signifie, et je ne vais pas te faire subir que je devienne encore moins disponible que je le suis déjà. Toi et Léa méritez quelqu'un qui peut vraiment se présenter et être présente, et ne pas constamment annuler des projets ou s'endormir ou être trop épuisé pour fonctionner. » dit Camille, sa voix tremblant. « Je suis désolé, je le suis vraiment, mais ce n'est pas juste pour toi, et je pense qu'on devrait arrêter ça maintenant, avant que ça empire et que Léa s'attache plus et que tout le monde soit blessé. » Elle observa l'expression de Maxime, passer de confuse à choquée à quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Il posa sa tasse de café lentement, comme s'il essayait de traiter ce qu'elle venait de dire. « Attends, tu rompes avec moi ?» La voix de Maxime sortit rugueuse. « Camille, je n'ai même encore rien dit. Tu viens de me parler d'une promotion, puis tu as immédiatement décidé que je ne pouvais pas gérer. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a fait penser que je réagirais mal à ça ?» Camille sentit des larmes brûler derrière ses yeux. « Non, tu as été incroyable. C'est le problème. Tu as été si patient et compréhensif, et j'attends que tu atteignes ta limite. Et je ne peux pas te regarder lentement commencer à m'en vouloir de choisir mon travail. J'ai vécu ça avant, et je ne peux pas le refaire. » Maxime tendit la main vers la sienne, mais elle se recula. « Je suis désolé, Maxime. C'est pour le mieux. Tu trouveras quelqu'un qui peut te donner ce dont tu as besoin, quelqu'un qui ne s'excuse pas constamment d'exister. » Elle se leva avant qu'il puisse argumenter, attrapa son sac et sortit du café avec sa vision brouillée par les larmes. Et elle ne regarda pas en arrière parce que si elle le faisait, elle perdrait son courage. Camille rentra chez elle et pleura dans sa voiture pendant 20 minutes, avant d'entrer. Elle ignora les 3 messages de Maxime lui demandant de juste lui parler parce qu'elle savait que si elle répondait, elle céderait et c'était de la bonne chose à faire, même si ça donnait l'impression que sa poitrine était écrasée. Elle envoya un message à Patricia ce soir-là et accepta le poste d'infirmière-chef. Quand sa collègue Sophie lui demanda lundi matin comment Maxime avait réagi aux nouvelles de promotion, Camille dut lui dire qu'ils avaient rompu. Sophie l'avait regardé comme si elle avait perdu la tête. « Tu as rompu avec lui? Camille, cet homme est vous, ça m'est fou de toi. » « Qu'est-ce qui s'est passé? » Camille secoua juste la tête. « Il mérite mieux que quelqu'un qui va travailler 60 heures par semaine. » C'était la bonne décision. Mais le dire à voix haute ne le rendait pas plus vrai. 2 semaines sans Maxime semblaient être la plus longue période de temps que Camille avait expérimentée en années, et elle s'était jetée dans son nouveau poste d'infirmière-chef avec le genre d'intensité qui faisait demander à ses collègues si elle allait bien, parce que travailler 60 heures par semaine et se porter volontaire pour chaque équipe supplémentaire n'était pas normal, même selon les standards d'infirmière aux urgences. Elle se disait qu'elle était juste dévouée à son nouveau rôle, que c'est à quoi ressemblait l'avancement. Mais la vérité était qu'elle utilisait le travail pour éviter de penser à combien les messages de bonjour de Maxime et son sourire patient lui manquaient. Et la façon dont Léa avait commencé à l'appeler infirmière Camille, comme si c'était le titre le plus cool du monde.
Sophie avait arrêté de demander pour la rupture après que Camille lui ait répondu sèchement au jour 5, mais sa collègue lui donnait encore ses regards qui disaient clairement « Tu fais une erreur massive et tu le sais ». Camille gardait juste la tête baissée et se concentrait sur les dossiers des patients. Ce que Camille ne savait pas, c'est que Maxime avait passé ces mêmes 2 semaines à essayer de respecter sa décision, tout en se sentant complètement désorienté par le fait qu'elle avait rompu avec lui avant qu'il ait même eu la chance de répondre à ses nouvelles de promotion. Chaque soir, Léa demandait où était Camille et pourquoi elle ne venait plus. Maxime avait essayé de l'expliquer en termes qu'une petite de 7 ans comprendrait. Quelque chose sur comment parfois les adultes doivent faire des choix difficiles sur leurs travaux et leur temps. Mais Léa l'avait regardé avec ses yeux perçants d'enfant, qui voient à travers les bêtises d'adultes, et avait dit « Papa, tu as fait une bêtise? Parce que tu me dis toujours d'utiliser mes mots, et on dirait que peut-être personne n'a utilisé ces mots ici. » Ça avait frappé Maxime plus fort qu'il ne voulait l'admettre parce que Léa avait raison. Camille avait fait des suppositions sur comment il réagirait et ne lui avait jamais donné la chance de lui dire ce qu'il ressentait vraiment. Maxime parla à sa mère un samedi matin quand elle vint garder Léa. Sa mère, Linda, avait écouté toute l'histoire avant de dire « Alors, laisse-moi bien comprendre. Elle a eu une promotion vers laquelle elle travaillait depuis des années, et au lieu de célébrer avec toi, elle a décidé que tu finirais par lui en vouloir. Alors elle a juste tout fini préventivement. » Maxime hocha la tête et sa mère secoua la sienne. Cette fille a été blessée avant, je peux le voir partout sur elle. Quelqu'un lui a fait croire que son ambition était un problème au lieu de quelque chose dont être fier. Tu dois lui dire qu'elle avait tort à ton sujet. 1 an plus tard, la vie d'Étienne Moreau ne ressemblait à rien de ce qu'il aurait pu imaginer. Il travaillait dans un bureau d'angle comme vice-président du bien-être des employés et de l'engagement communautaire, un poste qu'Alexandre Beaumont avait créé spécifiquement pour lui. Le travail lui permettait d'identifier et d'aider les employés confrontés à des difficultés, de s'assurer que Beaumont Industries respectait ses valeurs non seulement en politique, mais en pratique. Emma s'épanouissait dans une école privée qu'Olivia avait recommandée. Mais plus important, elle avait retrouvé son sourire. Les cauchemars de perdre sa mère s'étaient estompés, remplacés par des rêves d'avenir et la famille élargie qui avait grandi autour d'elle. Chaque jeudi, Olivia venait dîner. Chaque dimanche, tous les 3 visitaient les centres pour enfants et hôpitaux, lisant des histoires et apportant des fournitures artistiques. Emma avait décidé qu'elle voulait être une docteure des sentiments comme Olivia quand elle grandirait, pour pouvoir aider les enfants qui étaient tristes. Les gens ont besoin d'espoir, avait expliqué Emma avec la clarté d'une fillette de 8 ans. Et parfois, l'espoir ressemble à quelqu'un qui se soucie de vous. Par un mardi matin tranquille d'octobre, exactement 1 an après l'accident, Étienne emmena Emma à l'école dans la nouvelle voiture qu'Alexandre avait insisté qu'il accepte. Alors qu'il s'arrêtait devant l'entrée de l'école, Emma se tourna vers lui avec le même sourire éclatant qu'elle avait avant la mort de Catherine. « Je t'aime jusqu'à la lune, papa, et jusqu'aux étoiles, ma chérie. » Étienne la regarda sautiller vers le bâtiment scolaire, son cartable arc-en-ciel rebondissant à chaque pas, et sentit la présence de Catherine aussi fortement que si elle était assise sur le siège passager à côté de lui. Les cicatrices sur ses mains et son dos avaient pâli, mais n'avaient jamais disparu. Rappel permanent que parfois les plus beaux cadeaux viennent des moments les plus inattendus, qu'une seule décision d'aider une inconnue peut changer non seulement une vie, mais plusieurs. Alors qu'Étienne roulait vers Beaumont Industries, vers une autre journée de travail qui donnait plus l'impression d'une vocation que d'un emploi, il pensa à ce moment sur l'A6, au choix entre sécurité et courage, aux 30 secondes qui avaient tout redéfini. Il avait fait ce choix en pensant seulement sauver une vie. Il n'avait aucune idée qu'il sauvait aussi la sienne. Parfois, l'univers place les gens exactement où ils doivent être. Parfois, les héros ne portent pas de cape. Ils se présentent juste quand ça compte le plus. Et parfois, quand vous risquez tout pour une inconnue, vous découvrez que cette inconnue n'était jamais vraiment une inconnue. Elle était la famille que vous n'aviez juste pas encore rencontrée. Ce soir-là, alors qu'Olivia lisait des histoires de coucher à Emma, quelque chose se produisit qui changea tout encore une fois. Un moment si tendre, si inattendu,
qu'il fit réaliser à Étienne que son cœur était prêt à aimer à nouveau. Et Emma, elle avait ses propres plans. Dans les yeux d'Olivia, quand elle regardait Étienne, il y avait quelque chose de plus que de la gratitude. Il y avait de l'amour. L'amour qui grandit lentement, construit sur la fondation de la confiance et du respect mutuel. L'amour qui comprend que parfois les plus belles histoires d'amour commencent par un acte de courage désintéressé. Et quand Emma chuchota à Olivia ce soir-là, « Tu penses que tu pourrais être ma nouvelle maman ?» Olivia regarda Étienne à travers la chambre faiblement éclairée et sut que certaines familles ne naissent pas. Elles sont forgées dans le feu de l'adversité et scellées par l'amour inconditionnel. 6 mois plus tard, par une journée printanière parfaite, dans un petit jardin derrière leur nouvelle maison, Étienne Moreau épousa Olivia Beaumont. Emma était leur demoiselle d'honneur, portant une robe qui lui donnait l'impression d'être une princesse. Dans son discours, Étienne dit « J'ai risqué ma vie pour sauver une inconnue. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que je sauvais ma femme. » Et quand ils s'embrassèrent pour la première fois en tant que mari et femme, Emma applaudit si fort que tout le monde rit aux larmes. Parce que parfois les fins les plus heureuses commencent par 30 secondes de courage sur une autoroute pluvieuse, avec un homme qui choisit de faire ce qui est juste, peu importe le coût. Camille s'effondra complètement à ça. Le genre de pleurs qui viennent d'années à tout retenir, et Maxime la prit dans ses bras pendant qu'elle sanglotait dans son épaule sur le parking de l'hôpital à 23h30, un mercredi soir. « Je suis si fatiguée d'être trop », dit Camille à travers les larmes. « Je suis fatiguée de sentir que je dois m'excuser de vouloir à la fois une carrière et une relation. Je suis fatiguée de me diminuer pour mettre les autres à l'aise. » Maxime la serra plus fort. « Alors ne le fais pas, sois aussi grande que tu veux être. Prends toute la place dont tu as besoin. Je ne te demande pas d'être plus petite, je te demande de me laisser me tenir à côté de toi pendant que tu es là dehors à être incroyable. » Ils restèrent là longtemps jusqu'à ce que la respiration de Camille se régularise et qu'elle recule assez pour le regarder. « J'ai vraiment gâché ça, non ?» Maxime sourit. « Ouais, un peu. Mais on peut arranger ça si tu es prête à vraiment me parler au lieu de prendre des décisions pour nous deux. » 4 mois plus tard, Camille se précipitait chez Maxime après un service particulièrement brutal. Elle lui avait envoyé un message. « Encore en blouse, pas pris de douche, j'apporte des sushis en excuse. » Maxime avait écrit « Arrête de t'excuser, arrive juste en sécurité. » Elle arriva à 19h30 et attrapa les sacs de plats à emporter. Avant même qu'elle puisse frapper, Léa ouvrit la porte et cria « Camille, tu es en uniforme, tu as sauvé des gens aujourd'hui ?» Camille sourit à l'enfant qui était devenu une de ses personnes préférées. « Je l'ai fait, ma puce. J'ai aidé un monsieur qui s'était cassé la cheville en skateboard et une dame qui avait une mauvaise réaction allergique. C'était toute une affaire. » Léa attrapa sa main et la tira à l'intérieur. « C'est si cool. J'ai dit à ma classe que tu étais pratiquement un super-héros. Et mon amie Emma a dit que sa mère était infirmière aussi, mais j'ai dit que la mienne était meilleure. » Maxime apparut de la cuisine et embrassa Camille en guise de salut. Et elle se pencha vers lui 1 seconde, juste pour le respirer. « Tu t'excuses encore pour la blouse ?» demanda-t-il, et Camille secoua la tête. « Plus maintenant, tu m'as enfin fait perdre cette habitude. » Ils dînèrent en tant qu'unité familiale bizarre qui ne ressemblait à rien de ce que Camille avait imaginé pour elle-même, mais qui semblait plus juste que tout ce qu'elle avait jamais eu. Quand Léa était au lit et qu'il nettoyait la cuisine, Maxime dit « Ma mère a encore demandé quand on emménageait ensemble. Je lui ai dit qu'on prenait ça à ton rythme, mais elle était implacable. » Camille sécha une assiette et y réfléchit. « Peut-être après mon évaluation de 6 mois. Je veux m'assurer que j'ai le truc infirmière-chef sous contrôle avant d'ajouter un autre grand changement. C'est OK ?» Maxime la serra contre lui. « C'est parfait. Il n'y a pas d'urgence. On a le temps. Parfois, la bonne personne n'a pas besoin que vous soyez poli et parfait. Il vous aime épuisé et réel, et portant encore vos vêtements de travail, parce que c'est qui vous êtes vraiment. » Camille avait passé tant d'années à penser qu'elle devait choisir entre sa carrière et être aimée qu'elle avait presque raté la personne qui essayait de lui dire qu'elle n'avait jamais eu à choisir du tout. Maxime ne voulait pas qu'elle s'excuse pour son ambition ou qu'elle se diminue pour s'intégrer dans sa vie.
Ils voulaient construire une vie assez grande pour qu'ils soient exactement qui ils étaient tous les deux. Et c'était le genre d'amour qui valait la peine de se présenter, même quand vous êtes en retard de 45 minutes en blouse froissée. Cette histoire nous enseigne que l'amour authentique ne demande jamais de nous excuser pour notre dévouement professionnel ou notre passion pour aider les autres. Elle nous rappelle que les bonnes personnes ne voient pas notre ambition comme un obstacle à surmonter, mais comme une qualité à célébrer et à soutenir. Camille pensait devoir choisir entre sa carrière d'infirmière et une relation épanouissante, mais Maxime lui a montré qu'elle méritait quelqu'un qui l'admirait pour son engagement envers le soin d'autrui. Leur histoire prouve que quand nous rencontrons la bonne personne, nous n'avons plus besoin de nous diminuer ou de nous excuser d'être pleinement nous-mêmes. Dans un monde qui nous pousse souvent à nous conformer aux attentes d'autrui, ce récit nous rappelle que notre vraie valeur réside dans notre authenticité et notre dévouement à ce qui nous tient à cœur. L'amour véritable nous invite à prendre toute la place dont nous avons besoin pour briller, pas à nous faire plus petites pour rassurer les autres. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que vous méritez d'être aimé tel que vous êtes, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'a pas à s'excuser d'être extraordinaire. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent l'authenticité et l'amour inconditionnel.